Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Effectivement, sur Europe 1, c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous au quotidien avec l'histoire et avec les histoires. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Julia, ces 2 dernières soirées, de voir la belle dramatique diffusée par France 3 à propos de cette lutte, vous savez, de cette bataille terrible entre Colbert et Fouquet. Eh bien moi qui d'habitude suis assez réticent quant à ce genre de production, cette fois j'ai trouvé ça très réussi et je tenais à saluer ce beau travail. Il faudrait plus de dramatique comme celle-là pour faire aimer l'histoire à la télévision. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, Laurent Deutsch était assez exceptionnel. Si je comprends bien quand même, votre esprit est encore au XVIIe siècle. Mais pas du tout. Que nenni, jante Julia. Non, je baigne en plein 19e dans les brouillards douteux de la Londres victorienne et je vous invite à me suivre sur la trace du plus célèbre tueur en série de tous les temps. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Voyez comme ce studio est envahi par le smog. Le smog, vous savez, c'est ce brouillard, ce mélange de brouillard et de suie qui, dans les environs du fleuve de la Tamise, imprègne les quartiers un peu glauques de Londres. Nous sommes en 1888, au plus fort de l'époque victorienne. Nous sommes en août, il est minuit. Et nous suivons une petite silhouette furtive qui se glisse dans Bucks Row, une des rues ou ruelles les plus sordides et en été les plus puantes du quartier de Whitechapel. Une des rues les moins sûres également, surtout la nuit. Cette silhouette, c'est celle d'une toute jeune femme de 23 ans, une jolie fille aux yeux très bleus, avec des cheveux magnifiques, des cheveux blonds tirant sur le roux. Il faut que je vous dise que Mary Kelly, on l'appelle Black Mary parce qu'elle s'habille toujours en noir, Black Mary donc est irlandaise. Il faut que je vous dise aussi qu'elle vend ses charmes, c'est sa façon de trouver un petit peu d'argent pour vivre. Du reste, cette nuit, les clients lui ont fait défaut et la faim la torture, elle ne s'est pas couchée du tout de la nuit. Elle avance donc, ombre parmi les ombres dans Bucks Row. Il semble qu'il se soit encore passé quelque chose, elle aperçoit de loin un attroupement qui s'est formé, alors Mary s'approche. On vient en vérité de découvrir un cadavre. Oh, pas n'importe quel cadavre, un cadavre atrocement mutilé. C'est Mary Ann Nichols qui a été tuée. Dans le quartier, on l'appelait Polly. Oh, Mary la connaissait bien, Polly. C'était une prostituée, elle aussi. Une femme de 42 ans qui n'avait pas réussi à réunir de quoi payer sa paillasse à l'asile de nuit. Il lui manquait 4 pence. Alors elle était venue chercher refuge du côté des grilles de Christchurch, le parc des galeux, comme on le surnomme. C'est les policiers de Londres qui l'appellent ainsi. Vous savez, Whitechapel en 1888, c'est un petit peu la face cachée, c'est la face honteuse de la splendide métropole londonienne. 5 millions d'habitants Londres déjà à cette époque, les plus beaux parcs, les meilleurs théâtres du monde, les plus prestigieuses maisons de commerce, mais aussi ce monde de la crasse qui se développe le plus loin possible des quartiers chics avec leurs squares, leurs jolies façades et leurs perrons à colonnes blanches. Ces bas quartiers sont jonchés d'ordures, ils sont enfumés d'exhalaisons douteuses et de vapeurs d'alcool. Ils sont fréquentés, toutes ces espèces d'arrière-cours très douteuses sont fréquentées par une faune interlope, des marlous, des filles de joie, des traînes savates, la poisse, la vermine, la maladie, à quelques encablures de Covent Garden. Et là, cette nuit, au coin de la rue donc, ce cadavre dépecé, j'ai bien dit dépecé. La malheureuse Polly a subi des mutilations affreuses. On lui a tranché la gorge entièrement, d'une oreille à l'autre. On lui a ouvert l'abdomen depuis le bas du ventre. Ses organes ont fait l'objet d'ablations minutieuses. Tout ça, si l'on en croit les enquêteurs, expertement et prestement exécuté. C'est en tout cas le procès-verbal qu'il dit. Le cadavre a été découvert par un charretier qui, comme toutes les nuits, se rendait à l'écarrissoir. Ah oui, ça... Je suis désolé, Julia, mais ça, je vous avais rien dit. Je vous avais prévenu, l'atmosphère est un petit peu lourde aujourd'hui. Un peu sordide, ouais. Ah oui, là, on parle même d'écarrissoir. On n'a pas fini. Vous allez voir, c'est un tout début seulement. Et bien sûr, on a prévenu le mari, parce qu'elle était mariée, cette Polly. Un brave homme, un ouvrier tranquille que sa femme avait déjà abandonné à 6 reprises. Ils ont eu 5 enfants ensemble. On est vraiment dans les bas-fonds, hein. Oh, je te pardonne, a dit le malheureux à ce qu'il restait du corps de sa femme. Je te pardonne, pauvre Polly, dans l'état où tu es.
Mary Kelly, notre Black Mary, n'a fait qu'apercevoir la scène du crime dont la police essaie de cacher ce qu'elle peut. Mais ce qu'elle a senti poindre en elle à la froideur insidieuse de la peur, que dis-je, de la terreur. Ce n'est pas la première fois ces temps-ci qu'une prostituée est tuée. C'est un extrait de la bande originale de From Hell qu'on entend là. Vous nous mettez bien dans l'ambiance. Ouais, on est dedans. C'est donc pas la première fois qu'une prostituée est tuée puis mutilée. Le crime de Polly en rappelle un autre, commis 3 jours plus tôt sur la personne d'une certaine Martha Turner. Elle aussi exerçait le plus vieux métier du monde. Elle aussi a été retrouvée massacrée à Whitechapel. C'était dans un escalier des George Yard Buildings. On l'avait poignardée en 39 endroits. Et le rapport de police précise que les instruments dont le maniaque s'est servi étaient visiblement une baïonnette, ainsi que des instruments chirurgicaux. Est-ce qu'il faut dire qu'il faudrait d'ores et déjà orienter l'enquête vers les milieux médicaux ? La police va moins vite en besogne que l'opinion. Pour le moment, on n'est pas vraiment convaincu du lien entre les deux crimes et de fait, ce lien ne pourra jamais être prouvé. Ce que je veux dire, c'est que selon les experts, le meurtre de Mary Ann Nichols est tantôt le premier, tantôt le deuxième attribuable à celui que dans quelques jours l'Angleterre et l'Europe et le monde entier connaîtront sous ce nom terrifiant, The Ripper, c'est-à-dire à peu de choses près l'éventreur. Est-ce là son premier crime ou le deuxième ? Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le dernier. La véritable enquête de Scotland Yard commence le 8 septembre 1888, c'est-à-dire tout de même 8 jours après l'assassinat de Polly dans Bucks Row. Ce matin-là, à 6 heures, c'est un porteur du marché de Spitalfields qui aperçoit une forme étrange dépassant d'un recoin plein d'ombre. Ça a l'air d'être une jambe. Alors, le porteur s'approche, le cœur au bord des lèvres, et le spectacle qu'il découvre le révulse. C'est bien un corps qui se trouve étendu là, comme une vieille poupée désarticulée sur les pavés putrides d'une cour de Hanbury Street. La tête est presque détachée du corps, auquel elle ne tient que par une sorte de grand mouchoir. Le ventre a été ouvert, encore une fois, les intestins retirés, posés sur l'épaule, toutes sortes d'organes jusqu'aux reins, jusqu'aux ovaires ont été artistement découpés. Il va falloir un certain temps aux enquêteurs pour identifier Annie Chapman, dite Annie la Brune, 47 ans. Cette fois, le quartier de Whitechapel vit dans la peur. Un grand pervers est à l'œuvre la nuit, dans les rues sombres. Un grand pervers qui prend bientôt un nom, en effet, une lettre. En apparence, un simple courrier. Une lettre va bientôt parvenir au service de police. Une lettre postée de Liverpool le 12 septembre et qui est signée J si vous voulez, The Ripper, J l'éventreur. Le monde entier va bientôt connaître le prénom de ce terrible maniaque, Jack. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire vous emmène sur les pas de Jack l'éventreur, Franck Ferrand. Alors les lettres de Jack l'éventreur vont s'accumuler au cours des jours et des semaines qui suivent. En tout, les envois postaux attribués à l'éventreur, je dis bien attribués à tort ou à raison. Nous allons voir tout à l'heure avec notre invité ce qu'il faut penser de toutes ces lettres. En tout cas, le corpus total compte quelques 360 pièces. De quoi fournir une passionnante matière aux experts qui désormais et pendant des décennies et des décennies encore se feront une spécialité de cette affaire. On va les surnommer les ripérologues, les spécialistes de l'éventreur. La deuxième lettre est postée de Londres le 29 septembre, toujours signée J. The Ripper. Et cette fois, on grimpe d'un cran dans l'effroi car elle annonce cette lettre. Elle annonce le prochain carnage. « Je travaillerai. Le premier aux Minories. Je travaillerai, a dit l'éventreur. Je travaillerai. » En fait, le 30 septembre avant l'aube, c'est-à-dire avec 24 heures d'avance sur cette date qui avait été donnée par courrier, un cavalier qui avance dans Berners Street est arrêté. Son cheval, si vous voulez, a fait un brusque écart. Il a vu quelque chose, ou senti ou ressenti le cheval, qu'importe. Il y a là un corps qui gît au sol. C'est celui d'une grande Suédoise de 45 ans, Elisabeth Stride. On l'appelle l'Anglaise dans le métier. Son cadavre est encore chaud, mais cette fois, il n'a pas subi d'importantes mutilations.
C'est comme si l'assassin avait été dérangé dans son ouvrage et qu'il avait entendu approcher les sabots du cheval et il a trouvé plus sûr probablement de prendre la fuite. Ce sera en tout cas la conclusion des enquêteurs. Conclusion vite confirmée et pour cause. Car la même nuit, à 2h moins le quart, dans Meath Square, près d'Aldgate, c'est-à-dire dans la partie la plus occidentale de Whitechapel, juste aux limites de la City si vous voulez, on va retrouver le cadavre de Kate Eddowes. La même nuit donc, encore une prostituée de 43 ans cette fois. La pauvre fille avait été relâchée peut-être un peu vite du poste de police de Bishopsgate où on l'avait coffrée quelques heures plus tôt. « Allez file !» lui avait dit le sergent de ville. Il était loin de se douter, le pauvre, qu'en libérant Kate, il la livrait à une fin atroce. Cette fois, comme si l'éventreur avait eu soin de se rattraper du travail saboté de l'heure précédente, il a travaillé, comme il dit lui-même, soigneusement. Il a pris tout le temps nécessaire. Les intestins déroulés ont été réinstallés autour du cou et des épaules de la victime. Alors je vous fais grâce des mutilations diverses, mais quand même, le foie a été coupé en deux, le rein gauche est emporté. D'ailleurs, on ne tardera pas à en retrouver la moitié. C'est un certain Lusk, président du comité de vigilance institué dans Whitechapel, qui va recevoir un envoi signé comme d'habitude, comme tous ces envois de Jack the Ripper, un petit paquet qui contient un bocal avec la moitié d'un rein conservé dans l'alcool et cette précision. « Dear Mr. Lusk, j'ai fait frire l'autre morceau et l'ai mangé. C'était très bon. » Prostituée de Londres, à commencer par celle du quartier maudit de Whitechapel. Notre petite Mary Kelly, vous savez, la Black Mary que nous avons suivie au tout début, celle qui vient d'Irlande avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds roux. La petite Mary Kelly vit dans la peur, elle a peur de l'éventreur évidemment. Alors vous vous dites, s'il nous parle d'elle, là, de cette Mary Kelly depuis le début, c'est qu'elle est probablement la prochaine sur la liste. Eh bien peut-être, ou peut-être pas. Le soir du 8 novembre, c'est avec anxiété qu'elle écume les rues glauques de Whitechapel, toujours en quête de clients bien sûr. La malheureuse doit payer un petit loyer à la semaine, or elle a déjà 6 semaines de retard. Un peu avant minuit, elle croise un certain Hutchinson, c'est un ancien veilleur de nuit, une sorte de compagnon de misère, comme elle s'en est fait des dizaines depuis qu'elle arpente le trottoir. Elle l'apostrophe. « Oh, Hutchinson, j'ai rien mangé, j'ai les crocs. » « Désolé, petite, mes poches sont vides. » Hutchinson a dépensé le peu qu'il avait dans la boisson, comme tous les soirs. Mary Kelly ne s'attarde pas, seulement le poivreau, parce qu'il n'a sans doute rien de mieux à faire, décide de la suivre. Il la suit à distance respectueuse, il observe. Il la suit le long de 2 ou 3 rues sombres jusqu'au domicile de Mary, au 13 Miller's Court. Et il la voit, ou du moins il la devine, notre Black Mary, qui, juste devant chez elle, retrouve un homme assez grand, plutôt élégant. Il porte un manteau apparemment d'astrakhan et des guêtres sombres. Tous deux vont disparaître dans la chambre de la jeune femme. Hutchinson dira dans sa déposition « Mes soupçons se sont éveillés en voyant un homme aussi bien habillé dans ce coin-là. J'ai trouvé que ça avait quelque chose de bizarre. » Pas assez bizarre sans doute pour le maintenir à son poste, j'allais dire d'observateur, mais plutôt de voyeur. Hutchinson se retire avant d'avoir vu l'homme aux guêtres sombres ressortir de chez Mary Kelly. Aux alentours de minuit, une voisine, la veuve Cox, voit elle aussi un homme élégant entrer chez Mary Kelly. Elle précise qu'il portait
des moustaches rousses, et qu'elle, la petite, paraissait éméchée. Du reste, elle va chanter, Mary, chanter pendant un long moment des ballades irlandaises qui se perdent dans la nuit, cette espèce de brouillard nocturne. Et puis le silence est revenu sur Miller's Court. Mary n'a plus chanté. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Et sur Europe 1, nous sommes toujours en plein 19e siècle, au cœur de l'histoire de Jack l'Éventreur, Franck Ferrand. Et je vous ai dit, Julia, tout à l'heure en passant comme ça, que la pauvre Mary cherchait de quoi payer son loyer. Eh bien, ce 9 novembre 1888, vers 10h du matin, son propriétaire va justement envoyer un de ses commis chercher les arriérés des 6 semaines qu'elle lui doit. Alors le jeune homme arrive, il est devant le 13 Miller's Court, il frappe à la porte, personne ne répond. Il appelle Miss Kelly. Miss Kelly, pas de réponse. Alors il décide de faire le tour, il y a une espèce de petit passage, il va vers la cour, et là, dans la cour, il y a 2 fenêtres qui sont très proches l'une de l'autre, et par un carreau cassé, on peut voir ce qui se passe. On peut écarter notamment le rideau de la chambre. Alors le commis passe la main, il écarte le rideau, il fronce les sourcils, et là, comme frappé par la foudre, il retire sa main en se coupant d'ailleurs un morceau de carreau cassé. Ce qu'il vient de voir, ou d'apercevoir, à l'intérieur, dépasse tout ce que l'on peut imaginer dans le domaine de l'épouvante. La jeune Mary, ou ce qu'il en reste, est étendue sur le lit. On a une photo de ça fait comme de la charpie sanguinolente. Elle a été découpée en morceaux et les morceaux suspendus ça et là dans la pièce à des clous de tableau. Il va falloir 7 heures à 3 chirurgiens pour reconstituer le corps et les experts estiment que l'horrible besogne du criminel a dû lui demander au moins 2 heures d'un minutieux labeur. Quel acharnement, quelle chose impensable. Cette fois, c'est tout le Royaume-Uni qui réagit. La reine Victoria elle-même, depuis sa demeure écossaise de Balmoral, demande des comptes. Elle s'adresse au Premier ministre, Lord Salisbury, pour que des mesures de sécurité sans précédent soient prises et pour que l'éclairage public pénètre enfin le quartier insalubre de Whitechapel. Et la souveraine va faire pression pour que le patron de Scotland Yard, Sir Charles Warren, démissionne. Une démission suivie de peu par celle du chef du Home Office, autrement dit le ministre de l'Intérieur. Mesure donc spectaculaire pour calmer l'opinion, mais mesure bien tardive. Car ce 5e crime signé Jack l'Éventreur sera en vérité le dernier. Dans la ville pavoisée aux couleurs du prince de Galles, parce que c'est le jour où l'on célèbre son anniversaire, les crieurs de journaux s'en donnent à cœur joie. Le meurtrier de Whitechapel a encore frappé. Mais cette fois, la jolie Mary Kelly, notre Black Mary, n'est même plus là pour les nous extraire un petit peu du smog londonien. Je ne voudrais pas vous voir dépérir totalement, Julia. On va prendre un peu de hauteur sur ces événements sanglants. Je ne vous ai rien dit encore ou presque de l'enquête menée par Scotland Yard. Alors, dans un premier temps, les enquêteurs et l'opinion britannique ont tenu pour évidente 2 certitudes. D'abord, que le criminel n'était pas un gentleman, ça paraît évident. Et surtout qu'il n'était pas un Britannique et encore moins un Anglais. Et puis assez vite, ne serait-ce qu'à cause du double témoignage de Hutchinson et de la veuve Cox, vous savez, il a fallu admettre que n'importe qui pouvait être soupçonné, même un gentilhomme. Et dès lors, le caractère chirurgical, si j'ose dire, des crimes, va orienter les enquêteurs vers les milieux médicaux. Alors, cette piste a sans doute bénéficié d'une coïncidence. Il faut savoir qu'on donnait à Londres en 1888 une adaptation pour la scène du roman d'épouvante de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Entre nous, c'est plus qu'une coïncidence, ça. Moi, j'y vois carrément une sorte de résurgence presque nécessaire des aspects noirs refoulés de cette société victorienne ultra-rigide, corsetée dans son moule social. Je ferme la parenthèse. Pour résumer le travail des enquêteurs, je dirais que les soupçons se portent sur 3 individus. D'abord un juif polonais de Whitechapel qui est connu pour sa misogynie violente.
Ensuite, un médecin américain d'origine russe, passionné d'instruments de chirurgie et de torture et incapable de fournir de vrais alibis au moment des 5 meurtres retenus par la police. Enfin, et j'ai envie de dire surtout, un certain Montague John Druitt, un jeune homme élégant de 31 ans, issu d'une famille plus qu'honorable, comptant 4 chirurgiens. Tiens donc, un drôle de célibataire qui mène une vie mystérieuse autour de sa garçonnière londonienne, un adepte de l'humour noir, juriste et même avocat, mais sans cause à défendre et qui donne pour s'occuper des cours dans un pensionnat privé dont on l'avait renvoyé pour une affaire de meurtre. Ce qu'il faut que je vous dise tout de suite, c'est que ce personnage va se jeter dans la Tamise le 3 décembre 1888, donc moins d'1 mois après le massacre de Black Mary, et ça coïncide donc avec la fin des crimes. On comprend dès lors que de nos jours encore, l'hypothèse de la culpabilité de John Druitt soit la plus répandue. C'est notamment celle que retient Sir Melville Macnaghten, un des pontes de Scotland Yard, en 1894, l'année où la police classe l'affaire, Druitt s'étant donc suicidé 2 ans et demi plus tôt. Après bien des recoupements, toutes sortes de précisions, de circonstances accablantes, Sir Melville peut écrire, je le cite, « De sources privées, je tiens sans aucun doute possible que la famille de Druitt le soupçonnait d'être l'assassin de Whitechapel. » Ça, c'est dit. Il n'empêche que de nombreuses autres thèses vont fleurir par la suite. Alors je ne vais pas les reprendre toutes, une émission n'y suffirait pas. Laissez-moi seulement vous en rappeler 2 ou 3 très connus. On a prétendu que Jack était l'héritier d'une famille illustre et donc protégé par la police. Le meurtrier aurait été le duc de Clarence en personne, fils aîné du prince de Galles, donc petit-fils de la reine Victoria. Le problème, entre autres incongruités, c'est qu'au moment des différents crimes, le prince était de façon certaine, tantôt à Balmoral, tantôt dans le Norfolk. Par ailleurs, les journalistes ont émis l'hypothèse que le nom de Jack the Ripper aurait pu recouvrir une association de plusieurs criminels, dont le médecin de la famille royale, Sir William Gould. Le but de ce complot serait été de cacher la liaison du duc de Clarence, justement, avec une fille de mauvaise vie. Et allons donc. Autre thèse, moins farfelue. Shirley Harrison a prétendu que l'assassin aurait pu être une célèbre victime de la chronique judiciaire anglaise, un certain James Maybrick, qui sera plus tard empoisonné par sa femme. Le journal de James Maybrick a été publié en 1993, et à l'époque, nombreux ont été les avis dubitatifs et même sceptiques. Voici par exemple ce que déclarait au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, notre cher Alain Decaux. Personnellement, je doute beaucoup. Je ne suis pas graphologue, mais quand j'ai lu le journal pour la première fois, le manuscrit, je ne suis pas graphologue, mais mon métier a fait que j'ai lu des centaines d'écritures, notamment du 19e siècle. Je suis familier de l'écriture du 19e siècle. Ce n'est pas une écriture du 19e siècle, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Oui. Les écritures du 19e siècle sont pointues. Celle-là est ronde. Alors j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Ça a été ma première réaction. La deuxième réaction, c'est précisément les lettres que Jacques Léventreur écrivait à la police. Et les lettres ne sont pas du tout de la même écriture que ce journal. Alors on nous dit, mais est-ce que ces lettres sont vraies ? Alors on n'en finit pas. Bon. Alors est-ce que le journal est vrai ? Est-ce que les lettres sont vraies ? Et l'encre et le papier ? Alors l'encre, des experts sont formels, l'encre n'est pas de l'époque. Et puis d'autres disent, mais si, c'est pas impossible. Alors vous savez comment sont les experts. Alors ce serait un faussaire de génie, là encore. Ce serait un faussaire de talent. Ouais. De talent. L'écrivain que je suis a une autre objection, c'est construit. Un journal, c'est pas construit. Un journal, c'est écrit que on jette quelques mots. Bon. Là, malgré tout, c'est censé commencer en route comme un journal. Il n'y a pas les premières pages, mais dès les premières pages, le climat est créé, les personnages sont mis en scène, et à la fin, il va mourir et il le dit. Et maintenant, il est temps que je meure. Donc c'est un livre... trop beau. Cher Alain Decaux, que nous saluons au passage, il est notre maître à tous. Alors plus récemment, 2 thèses audacieuses ont été émises. La première a pour auteur une des plus célèbres romancières, notamment dans le domaine du thriller, Patricia Cornwell en personne. Selon elle, alors elle a relevé toutes sortes de coïncidences pour aboutir à cette conclusion. Selon elle, Jack l'Éventreur serait le célèbre peintre Walter Sickert.
La faiblesse de sa thèse, c'est qu'elle s'appuie essentiellement sur des analyses scientifiques, des analyses ADN qui sont extrêmement douteuses sur des sujets aussi anciens et complexes. Et puis, plus récemment, 2 experts britanniques, Ian Findlay et Stuart Evans, ont eux aussi travaillé sur les fameuses lettres. Et eux, ils ont dit que l'éventreur n'était pas un éventreur, mais une éventreuse. C'est la vieille thèse, d'ailleurs, du célèbre enquêteur Aberline, qui voudrait qu'en fait, ce soit une certaine Mary Percy qui aurait été le véritable Jack l'éventreur. Vous allez voir que nous avons, nous, ici, une thèse bien plus intéressante. – 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Aujourd'hui, au cœur de l'histoire de Jack l'éventreur, Sophie Herford, qui est auteure et professeure de français, nous a rejoint sur Europe 1 pour en parler, Franck Ferrand. Et oui, Sophie Herford a publié en 2007 chez Talandier un ouvrage qui aujourd'hui n'est plus disponible qu'en édition de poche, mais courez-y, achetez-le, c'est un bonheur, vous allez passer quoi qu'il arrive un très beau moment. Sophie Herford a longuement enquêté sur le mystère de Jack l'éventreur et les conclusions qu'elle a tirées de son enquête sont particulièrement convaincantes. Si vous voulez mon avis, Sophie Herford a très certainement trouvé, enfin, qui se cachait derrière ce masque de l'éventreur. Et je suis ravi qu'elle puisse venir nous le dire cet après-midi. Merci beaucoup, Sophie Herford. Merci à vous. Alors, c'est assez étrange parce que, a priori, les ripperologues sont d'abord des Anglais, souvent, et puis des vieux messieurs érudits. Et là, on tombe sur une jeune Française. Comment vous êtes-vous immiscée dans ce club assez fermé des ripperologues ? Je ne sais pas si on peut dire par accident. Oui, peut-être en fait. J'étais vraiment petite, enfin adolescente, quand j'ai eu le virus. Vous aviez 11 ans, Jack l'éventreur, j'avais 11 ans. Et je suis tombée amoureuse d'une production en 2 parties d'un téléfilm qui avait été réalisé par David Weeks à l'époque, qui proposait une thèse personnellement à laquelle je ne croyais pas. Je disais tout à l'heure, pour commencer, que la télévision pouvait parfois être... c'est un vecteur important, voilà, culturellement très, très important. Et je ne connaissais absolument rien à l'affaire. Et j'ai été vraiment happée déjà par l'ambiance dans un premier temps. C'est vrai que les bas-fonds, toute l'ambiance interlope, moi ça m'intriguait. Je n'avais jamais rien vu d'aussi glauque. Ça prend au ventre, ça prend aux tripes et au ventre. Et c'est comme ça que finalement, j'en suis venue à m'intéresser à l'affaire, en rentrant vraiment dans la sphère visuelle. Alors vous avez commencé par collecter des informations, vous avez monté un dossier, et puis vous êtes allé sur place voir si Whitechapel, aujourd'hui, ressemblait encore au Whitechapel de l'époque victorienne. Effectivement, je m'y suis rendue à maintes reprises quand j'étais donc adolescente, faire dans un premier temps ce qu'on appelle un petit pèlerinage, voir si effectivement l'ambiance subsistait, l'ambiance de Whitechapel, parce que c'est comme un climat de pauvreté. Il faut imaginer qu'à l'époque victorienne, c'était là que le bas peuple vivait et essayait de survivre. Et donc, j'ai retrouvé une même ambiance, même si certains bâtiments ont un peu changé, mais on retrouve les fameux rows, ces rangées étriquées, froides, sombres, qui gardent un peu ce cachet d'antan. Espèce de petites barres d'immeubles, les ancêtres des barres d'immeubles, on peut dire en fait. Des ancêtres, effectivement, de barres d'immeubles, des sortes de corons. Enfin, c'est très particulier comme ambiance. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire mes recherches. C'est là où, effectivement... Alors, dans quel fond est-ce qu'on cherche lorsqu'on travaille sur Jack l'éventreur ? Où faut-il se rendre ? Les fonds documentaires, au Kew Archives de Londres, ça me paraissait être le premier endroit où il fallait vraiment se rendre pour avoir la matière première, les ressources documentaires et tous les mémos de police. Je suis partie donc de cette prémisse-là, étant entendu que jusqu'à présent, comme j'étais assez jeune, je n'avais que des ouvrages de vulgarisation, des ouvrages que des publications en fait, oui, voilà. Des publications. Vous n'aviez pas eu les documents eux-mêmes. Exactement, et c'est après que j'ai commencé à avoir l'audace de vouloir creuser et que je me suis attaquée à fond à la recherche documentaire et aux mémos de police et à la correspondance proprement dite d'époque. Là, c'est le virus qui prend les historiens le jour où vous franchissez votre première porte de fonds d'archives et qu'on vous apporte les cartons, les liasses, etc. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, je vais avoir ça, moi, dans les mains. Mais oui, parfaitement. Vous ouvrez le carton et vous avez les documents, les rapports, et y compris les lettres. Absolument. Mieux que ça, j'avais le microfilm, ce qui me permettait de gagner un temps considérable parce que sans quoi, j'aurais eu des liasses qui montaient jusqu'au plafond. Donc, je faisais tourner la molette, vraiment à toute vitesse. On voit que ça qui défile sur l'écran. Ça défilait à toute vitesse. Je me faisais même assister parce que tellement il y avait de matières premières. Et donc, c'est là que j'ai eu mon premier cri d'appel
autre qu'un cri d'appel historique. Je me suis vraiment sentie immergée dans l'affaire. C'est pas que je veuille forcément faire durer le suspense, mais avant de venir à votre propre thèse et à vos conclusions qui sont assez extraordinaires, vous aviez vous-même travaillé, vous aviez étudié les autres hypothèses. Est-ce qu'il y en a une qui vous paraissait plus convaincante que d'autres, a priori ? Absolument. J'avais entendu parler de la thèse de James Maybrick, qui avait été dont Alain Decaux nous parlait tout à l'heure. Là, absolument, que la journaliste Shirley Harrison avait un petit peu exhumé de ses dossiers de journaliste. Donc elle avait investigué autour de cette affaire, ce fameux journal qui a été retrouvé dans un pan de mur, dans une maison à Liverpool, et qui aurait été de la main même de Jack l'Éventreur, m'intriguait beaucoup. Et j'ai commencé effectivement à creuser en amont le profil de ce négociant en coton en me demandant si effectivement il ne pouvait pas être l'auteur des meurtres. C'est vrai qu'il avait un profil assez troublant. Il souffrait de migraines, de frustration. Sa femme le trompait à toute vergogne, etc. Je me suis dit, pourquoi pas lui ? Vous avez fait un travail de profiler, comme on dit. Un petit peu. Alors, je n'ai pas du tout de ce milieu-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai été toquée par ce virus-là, mais vraiment, je me suis investie à fond. Et finalement, ça ne vous a pas convaincu au-delà d'une certaine limite ? Alors non, parce que en plus les tests qui ont été pratiqués en amont m'ont un petit peu découragée. C'est vrai qu'il y a eu des tests qui ont été pratiqués sur les encres, les fameux tests ioniques sur les encres, qui montrent que finalement l'encre n'est pas d'origine, mais elle est bien postérieure à l'encre du journal de Maybrick en l'occurrence. L'encre du journal de Maybrick. Par contre, le journal est un authentique album victorien, mais il y a effectivement une phraséologie et même des américanismes qu'on ne peut pas retrouver dans un journal d'époque. Et pour moi, ça a un peu cassé cette piste-là, on va dire. Donc, comme le disait Alain Decaux, probablement un faussaire de talent à l'origine de cette piste. Un bon fake, un bon faux. Un bon faux, un beau faux. Alors, vos soupçons, dès lors, se sont portés plutôt, et ça c'est assez inattendu, vers l'intérieur même de l'administration policière londonienne, vers l'intérieur de Scotland Yard. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller creuser cette piste-là ? Au début, je n'avais pas l'idée, franchement, de m'attarder sur cette piste-là. Mais je me suis demandé pourquoi l'éventreur, ou tout du moins l'auteur des lettres présumées envoyées à la police à l'époque des meurtres, dédiait ces lettres au cher patron. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est assez troublant. Cher patron, oui. Le cher patron, la lettre au dire boss, et plus je compulsais les correspondances, plus je faisais défiler sur mon écran les microfilms, puis je me disais, mais c'est incroyable, ce type-là connaît les services de Scotland Yard de l'intérieur. Et ça ne s'invente pas. Et c'est à partir de là que j'ai eu envie de creuser un possible profil. Et c'est à partir de là que vous avez compris que toute cette histoire, toute cette série de crimes naissait en fait d'un événement qui avait eu lieu en août 1888 dans le bureau du patron de Scotland Yard. C'est de là, selon vous, que tout est parti. L'histoire. La Bachung sur Europe 1, c'est un extrait tiré de l'album du groupe Dionysos, La mécanique du cœur, Franck. C'était tout indiqué, vous avouerez. Ah oui, obligatoire. Nous sommes en compagnie de Sophie Herford, auteure chez Talandier de Jack l'Éventreur démasqué, avec tout simplement au dos de l'ouvrage, je vous le montre, Julia, vous avez ce privilège, la photo du véritable Jack. C'est vrai qu'il est assez inquiétant, oui, ce bonhomme. On n'a pas envie de rester avec lui. On lui confierait pas les petits, il est assez effrayant, à vrai dire. Alors, ce personnage, vous l'avez-vous démasqué? J'aimerais juste, on va dire, décidément, il prend son temps. Mais oui, je prends mon temps, évidemment. Je voudrais juste qu'on revienne sur la théorie, comme ça, en quelques mots, sur la théorie de Patricia Cornwell, puisque une de nos auditrices via Facebook, Blandine, nous dit « Pourquoi associe-t-on le peintre Walter Sickert à Jacques l'Éventreur? Les soupçons sont-ils réellement fondés? Peut-on croire à cette hypothèse ?» Alors, je m'empresse de dire que vous, Sophie Herford, vous n'y croyez pas à cette hypothèse, mais il est
est incontestable, quand on lit en plus avec le talent qui est le sien, l'ouvrage de Patricia Cornwell, il est incontestable qu'un grand nombre de coïncidences peuvent laisser penser que Walter Sickert n'était pas un enfant de cœur. Notamment, il peignait des tableaux assez effrayants. Effectivement, c'est vrai que de prime abord, il constitue à la liste des suspects un personnage assez inquiétant. Et en plus, il faut savoir que c'est pas une piste qu'elle avait développée elle-même, c'est un collègue, enfin un ami à elle qui était superintendant Patricia Cornwell, en l'occurrence, oui. Patricia Cornwell, qui lui avait proposé d'enquêter, de reprendre le dossier là-dessus. Mais ce personnage, c'est un peintre impressionniste, élève de McNeill Whistler. Il peint des scènes plutôt inquiétantes puisqu'il s'intéresse à des meurtres qui ont un peu trait à Jack l'Éventreur. On parle de la série des Camden Murders, mais qui n'ont rien à voir avec Jack l'Éventreur. Et en plus, on sait qu'effectivement, les scènes de meurtre étaient très prisées des peintres de genre du 19e, surprend les Delacroix, etc. Donc ces scènes-là, ça fait fureur chez les peintres qui sont à l'affût des faits divers pour pouvoir effectivement inspirer leur talent. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Je pense que, et ni même d'ailleurs les tests d'analyse mitochondriale qui sont hautement faillibles. On sait qu'il y a 10% de faillibilité. Donc ça, relever de la salive qui pourrait correspondre à Walter Sickert sur des relevés des rabats d'enveloppes. Sur des enveloppes que tant de personnes ont manipulé en plus depuis. Bon. Puis sachant qu'il y a eu tellement de plaisantins, ça ne fait pas en sorte... Ce qui est satisfaisant pour vous, c'est de revenir aux faits, d'étudier ces fameuses lettres, dont vous estimez qu'une trentaine seulement sont incontestables. Oui, une trentaine, selon moi, serait de la main même de l'auteur des meurtres, sur 300. Vous avez retenu cette en-tête, dire boss, cher patron, employé par Jack l'Éventreur pour s'adresser à la police. Vous vous dites, mais ce bonhomme connaissait exactement ce qui se passait, il était de l'intérieur de Scotland Yard, et vous nous dites, vous nous transportez fin août 1888 dans le bureau du chef de Scotland Yard, donc qui était Warren. Donc effectivement, moi, ce qui a toutes les raisons de m'inquiéter, c'est que en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait une éviction très intéressante entre guillemets pour mon enquête, puisque le 28 août 88, il y a eu effectivement ce candidat qui souhaitait intégrer les rangs de police, qui s'appelle Melvin McNaughton. Et il était recommandé par James Monroe, qui est second de Charles Warren, le préfet d'époque. Le bras droit du préfet. Le bras droit du préfet. Mais il se trouve que Sir Charles Warren et Monroe ne s'entendent pas du tout. Alors le protégé, effectivement, de James Monroe a toutes les chances de voir sa candidature rejetée. Et il va y avoir ce soir-là une terrible dispute entre les deux hommes, puisque Sir Charles Warren ne veut absolument pas entendre parler de ce nouveau venu dans les rangs de Scotland Yard. De ce McNaughton. Il ne veut pas de lui dans la police. Et vous vous dites que ce McNaughton aurait pu se trouver donc très humilié et que ce serait le point de départ d'une volonté de vengeance. Effectivement, on sait par Sir Robert Anderson que les échanges ont été assez vifs. Alors effectivement, lorsqu'on constate certaines lettres de l'éventreur envoyées à la police, on voit que le motif principal, c'est la haine et le dépit contre les autorités du Yard, notamment dans cette lettre du 19 octobre 88, et qui nous parle justement d'un renvoi de la police. Donc là, il s'agit effectivement pas d'un renvoi, mais d'une éviction. Je pense que l'éventreur a voulu orienter sans donner trop de pistes, mais en tout cas, c'est très significatif de voir cette haine qui transparaît à travers les lettres envoyées à Sir Charles Warren. Ce que vous montrez, c'est extrêmement passionnant, c'est que dans les lettres de l'éventreur, il y a énormément d'indices, comme s'il cherchait quasiment à ce qu'on l'identifie, mais bien sûr, il reste suffisamment ambigu pour ne pas se dénoncer tout à fait. Mais une fois qu'on a ce McNaughton à l'esprit, évidemment, ça paraît transparent et lumineux. Alors, je signale aux auditeurs que s'ils ont été très attentifs, j'ai cité tout à l'heure le nom de McNaughton, puisqu'il est l'enquêteur même qui a remis en 1894 le rapport définitif sur cette enquête des crimes de Jack l'Éventreur. Il est l'auteur même du rapport. C'est tout à fait extraordinaire, ça. D'un rapport qui accuse un suspect quelqu'un idéal, d'autre, évidemment. En l'occurrence. Oui, alors il accuse John Druitt. Vous dites le suspect idéal parce que tout simplement il s'est noyé, donc il ne va pas venir dire le contraire. Absolument, puis c'est un tissu de mensonges quand on sait que l'homme n'est absolument pas médecin. Les erreurs sont dignes d'un apprenti policier. Donc on se demande comment un homme avec ce calibre, avec cette intelligence et cette mémoire, Sir Basil Thomson, son successeur d'Iraq McNaughton, a une mémoire extraordinaire. Comment McNaughton peut se tromper à ce point dans ce fameux rapport de 94 sur un suspect
suspect qui semble, à mon avis, construit de toutes pièces. Alors, Sir Melville Macnaghten, c'est lui dont vous avez évidemment mis le portrait, la photographie au dos de cet ouvrage. On se rend compte d'ailleurs simplement à le regarder comme ça que c'est effectivement quelqu'un de profond, d'intelligent, probablement de retors. Ce que vous arrivez, vous, à démontrer, c'est que c'était surtout quelqu'un d'extrêmement pervers. Et nous allons voir avec vous le nombre incroyable de recoupements qui nous sautent au visage à partir du moment où l'on a identifié le coupable. Jack l'Éventreur démasqué, disponible en point poche, c'est le titre du livre de votre invitée sur Europe aujourd'hui, Sophie Herford, Franck. Sophie Herford a en effet démasqué le célèbre meurtrier de Whitechapel. Elle a mis un nom sur cette espèce de point d'interrogation, et c'est en l'occurrence celui de Sir Melville Macnaghten, personnage qui a donc joué un rôle important au sein même de Scotland Yard. Son but était, dites-vous, de se venger du patron de Scotland Yard, de Warren. Et il a réussi, puisque la reine a poussé à la démission de Warren. Non seulement il a réussi son coup, mais ce qui est étrange pour l'affaire, c'est qu'on voit une certaine lettre du 7 novembre 88 arriver dans le siège de Scotland Yard et qui prétend qu'une fois que l'Éventreur aura achevé sa vague criminelle et qu'il aura contribué au renvoi de Sir Charles Warren, il arrêtera sa vague criminelle. Et c'est ce qui se passe 2 jours après. Mais alors, ce que disent les spécialistes, c'est que normalement, un serial killer ne peut pas s'arrêter. Une fois qu'il est parti, il en fait indéfiniment jusqu'à ce qu'il meure. D'où la thèse de John Druitt en disant lui, il est mort, il est noyé. Donc Absolument. Normalement, un psychopathe d'un point de vue de l'étiologie des troubles, ne s'arrête pas de tuer. Il a ça dans le sang. C'est comme un chien qui a goûté effectivement à la saveur du sang. Il ne s'arrête pas. Seulement là, il ne s'agit pas d'un psychopathe, d'après les experts criminologues, et notamment d'après Michel Agrapard, qui a effectivement participé à cet ouvrage. Qui a fait quasiment la postface de l'ouvrage. La postface de l'ouvrage. Elle asserte, à juste titre, qu'il s'agit là d'un cas de perversion narcissique. Il s'agit d'un personnage qui décide de mettre sur pied une machination machiavélique, de s'y tenir et qui finalement sera capable de s'arrêter une fois que sa machination aura vu le jour. Et pour ça fait référence à un fonctionnement pervers et type organisé d'ailleurs. Le psychopathe, lui, agit beaucoup plus sur le mode de l'impulsion et il est très difficile pour lui de s'arrêter, sauf s'il a été arrêté par la police ou qu'il s'est suicidé. A priori, mais le pervers peut s'arrêter. En l'occurrence, Macnaghten aurait décidé de s'arrêter lorsqu'il a eu sa vengeance, tout simplement. Oui, puisqu'il souffre d'une intolérance à la frustration. Donc une fois que cette intolérance à la frustration, quelque part, est passée par l'acte de la vengeance, il s'arrête. Alors, vous nous montrez que psychologiquement, il y a beaucoup de points de convergence et de coïncidence. D'abord, c'est un spécialiste du safari, des grandes chasses et du tannage. Expliquez-vous donc de l'empaillage des animaux, en fait. Oui, notre homme Melville Macnaghten a un passé de chasseur. On sait qu'il a eu un passé en Inde de chasseur, de naturaliste. Il travaillait donc dans une plantation en Inde, une plantation familiale, mais ses loisirs, il les consacrait à l'art de la chasse, où il dit dans ses mémoires Days of My Years qu'il chasse les crocodiles, le chat sauvage et qu'il naturalise. Et à la taxidermie. Il est également amoureux du théâtre, de la mise en scène. C'est un joueur. Il adore surprendre les gens. C'est un trait fort de sa personnalité sociale. Aujourd'hui, on dirait que c'est un player. Il aime jouer, il aime se fixer des défis et il a ce sens effectivement très aigu de la mise en scène. Alors on va vous dire, normalement, pour que quelqu'un franchisse comme ça le pas, pour qu'il aille aussi loin dans l'horreur, il faut qu'il ait subi un très grave traumatisme. Attention, je dis bien traumatisme physique. Notamment, on a beaucoup de cas de serial killers qui ont subi des chocs à la tête. Mais vous dites oui, là c'est le cas. C'est le cas. En 1880, il y a eu une violente répression qui effectivement s'est passée en Inde, puisque lui-même a hérité de la propriété de son père. Il y a eu des soulèvements de la part de ses ouvriers agricoles. Il s'est retrouvé donc avec un coup porté à la tête lors de ce mouvement de révolte qui le laissera complètement inanimé dans les plaines du Bengale, en plein cagnard, en train d'être dans un état semi-comateux. Donc c'est un traumatisme qui est quand même très important. Et c'est une caractéristique qui n'est pas mineure, on va dire, dans la suite de l'affaire. Et pour vous, l'incendie qui a eu lieu le soir même du premier meurtre était un incendie qu'il avait causé lui-même Très probablement, puisque je ne crois pas aux coïncidences. Et cet incendie, quand même, a touché le siège de la Compagnie des Indes, où 20 ans plus tôt, jour pour jour, son père y travaillait. Il est dernier président de la Compagnie des Indes. Et ce soir-là, le soir du premier meurtre de la série, il y a cet incendie qui se joue à 1 heure d'intervalle. Donc c'est quand même assez extraordinaire que dans la même nuit, il se passe un incident aussi
remarquable. Vous voulez que je vous dise, Sophie Harfort, je vous envie parce que vous avez dû passer des moments extraordinaires lorsque vous avez découvert les choses. Notamment, vous avez pris ce fameux morceau de papier qui avait été découvert sur le corps d'Annie Chapman, donc une des victimes. Ce morceau de papier qui était un bout d'enveloppe avec un peu de quelques lettres d'une adresse. Évidemment, les enquêteurs, ne sachant pas vers quelle piste se tourner, ont laissé tomber ce document. Mais vous l'avez repris et vous dites que cette adresse, ce morceau d'adresse, coïncide, mais au détail près, avec l'adresse même de McNaughton. Effectivement, ce fragment-là laisse percevoir un morceau d'adresse avec des éléments de l'adresse de Melvin McNaughton. Donc, avec les initiales en plus du destinataire et une partie de l'adresse, puisqu'il vivait à l'époque au 32 Warwick Square. On retrouve SQ, on retrouve le 2, on retrouve 2M, Melvin McNaughton. De là à faire effectivement le pas, j'ose dire que c'est comme une preuve pour moi, quoi. Il connaissait bien Whitechapel, du reste McNaughton, puisqu'il le dit dans ses mémoires. Il s'y plaît très bien. Il adore s'encanailler le soir avec ses amis, notamment Wellclose Square, un petit pub à la mode dans Whitechapel, où il dit aimer faire peur aux prostituées. Il n'est pas rare qu'il aime effectivement les taquiner avec son comparse, Sir Robert, avec qui il lui arrivait de sortir à l'occasion. Donc ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Sachant que l'homme déclare détester les prostituées. Donc McNaughton, dans ses mémoires, dit clairement que les prostituées ne sont pas des femmes. Il leur ôte leur identité féminine. Il dit que ce sont des plus bas déchets de l'humanité. Donc c'est quand même assez énorme quand même comme conception des femmes. Vous avouerez là que c'est vrai que si on fait tout comme on dit, le faisceau d'indices, ça finit par faire un très grand nombre d'arguments et de coïncidences. Alors j'ai gardé les meilleurs pour la fin, si je puis dire. Il y a d'une part une chose extraordinaire, c'est que vous nous dites que Robert Anderson, donc un des confrères, le second de McNaughton à Scotland Yard, savait. Et vous nous dites, regardez, on a la preuve qu'il le savait. Ça fait froid dans le dos, ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé, cet Anderson ? Je pense que Scotland Yard étant une institution qui se défend, il aurait été beaucoup plus choquant de s'apercevoir qu'il y avait un mouton noir parmi la police que de s'apercevoir que peut-être le petit-fils de la reine Victoria aurait été impliqué dans les meurtres. Je crois que Scotland Yard, on n'y touche pas. Il y a cette part effectivement. C'est pas pour préserver l'institution policière. La personne qui, au sein même de cette institution, connaissait la vérité, a préféré la garder pour lui, en fait. Effectivement, parce que lorsqu'on voit les déclarations de Sir Robert et de James Monroe, pour moi, ça ne laisse aucune place au doute. Ils savaient, mais ils n'en ont rien dit. Ils ne pouvaient pas, d'ailleurs, parce que c'était scier la branche où ils étaient assis, par ailleurs. Vous dites ça ne laisse aucune place au doute. Comment est accueillie votre thèse en Angleterre même et par les spécialistes de la question ? Écoutez, pour l'instant, je n'ai eu que de rares échos. Apparemment, le fait qu'une Française propose une hypothèse nouvelle, j'imagine que ça ne doit pas les laisser indifférents. En tout cas, pour l'instant, ça laisse un peu méfiants. Ça doit leur froisser la moustache un peu quand même à nos amis britanniques. Vous savez, c'est une institution. Jack l'Éventreur, on le trouve dans tous les magasins pour touristes. J'imagine mal qu'on puisse trouver des objets fétiches de Marc Dutroux dans les boutiques à touristes de Paris. Donc c'est vrai que pour eux, c'est une institution, on n'y touche pas, quoi. Et la famille ? La famille, pour l'instant, je n'ai pas eu d'écho, mais je sais qu'il reste un petit-fils McNaughton encore vivant. L'avant-dernier est décédé la veille de la sortie de mon livre. Donc pour l'instant, c'est plutôt calme. En tout cas, la plus jeune fille de McNaughton a dit dans ses mémoires, a laissé entendre très fortement qu'elle savait que son père était Jack l'Éventreur. Ça, c'est ce que vous révélez de plus extraordinaire, de plus spectaculaire, je trouve. Effectivement, la gamine commence à se poser des questions sur son père lorsqu'un certain dimanche, au lieu d'aller à l'église, elle est invitée par son père à visiter les locaux de police. Donc la jeune fille, qui s'appelle Marie-Christabel, est âgée de 12 ans. Nous sommes en 1902. Et que trouve-t-elle en fouillant par hasard dans les bureaux de son père les photos des meurtres de Jack l'Éventreur, alors que son père n'a jamais enquêté sur l'affaire. C'est assez extraordinaire. Et elle dit qu'il était très troublé quand il la regardait. Elle dit qu'il était très troublé. Elle ne comprend pas justement pourquoi son père a eu l'air si choqué en voyant sa fille tomber sur ces photos. Merci Sophie Harfort pour ces superbes révélations. Jack l'Éventreur démasqué, c'était chez Talandier, c'est réédité au Point, au Point Seuil, en poche. Et puis votre dernier roman, je veux le citer, ça s'appelle Tom Cool, c'est publié chez Terrissier. Et c'est une sorte de road movie littéraire. Alors là, c'est absolument un homme à la recherche de son histoire qui part sur les routes pour essayer d'avoir effectivement un éclairage sur son passé. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.